Bonjour à tous pour ce webinaire qui s'inscrit dans la semaine de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Merci à tous pour votre présence aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Cette année, l'ANACT a choisi pour thématique manager, c'est tout un travail. Et dans la continuité de ce thème-là, nous avons sélectionné deux thématiques qui nous semblent assez prégnantes aujourd'hui au sein des organisations. La première qui vous a été présentée mardi sur la gestion des conflits. Et aujourd'hui, donc, nous avons choisi d'aborder avec vous la reconnaissance, sachant qu'on va vous présenter un petit peu les chiffres, mais c'est une des attentes majeures des salariés aujourd'hui au sein de leur organisation. Voilà. Donc sur cette deuxième thématique, alors pourquoi la reconnaissance? Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une attente majeure. Mais quand on parle de reconnaissance, de quoi on parle réellement? Est-ce que c'est de reconnaissance financière? Est-ce que c'est de reconnaissance symbolique? Et on va voir que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément que la reconnaissance financière qui est importante et qu'il y a d'autres leviers qui sont tout aussi attendus par les salariés. Alors, le mot de reconnaissance, voilà, il revêt plusieurs dimensions en termes de gratitude, qui est le sens le plus fréquent, remercier, voilà, exprimer de l'appréciation, montrer à la personne qu'on voit les efforts ou l'aide qu'elle a apporté. Et par ailleurs, ça confère aussi un niveau de légitimation, validation, c'est-à-dire que par cette reconnaissance, on apporte une validation des compétences de la personne, on reconnaît son rôle, sa contribution, et on admet aussi la valeur de son travail. Et la troisième dimension de la reconnaissance, c'est aussi l'identification. On reconnaît la singularité de la personne parmi un collectif. Quelque part, c'est lui renvoyer que voilà, elle a une identité professionnelle propre et on sait reconnaître ses qualités. Et on va voir que c'est un concept théorique qui est étudié depuis très longtemps par différents professionnels, des psychologues, des sociologues, mais aussi en termes de management, et que, comme je vous l'ai dit, elle ne se limite pas à des primes, des augmentations ou des félicitations. Voilà, c'est vraiment un processus social qui est structuré et qui répond à des besoins humains fondamentaux. Donc, on va vous présenter une petite partie un peu, on va dire, théorique, et puis après, on va passer sur, en pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser et quel est le rôle du manager pour justement mettre en place cette reconnaissance au sein de vos organisations. Donc, pour ce petit temps de webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place un cadre de bienveillance. Voilà, on est là pour être à l'écoute des uns des autres, respecter l'opinion de chacun. On essaye voilà, d'avoir une posture un peu constructive, positive. Donc, on vous garantit, nous, la confidentialité des échanges, d'accord? Donc, ce webinaire est enregistré. En revanche, je pense qu'on aura la possibilité de couper la partie questions-réponses, voilà, s'il y a des cas qui sont évoqués pour avoir justement cette confidentialité-là. Ce qu'on vous demande, donc pour ceux qui sont en distanciel, c'est de noter vos questions dans la conversation, d'accord? Donc on a notre collègue Elsa Traxel qui soit pourra vous apporter une réponse et le fera directement dans la conversation, soit qui nous soumettra vos questions à la fin du webinaire et nous tenterons de vous apporter des questions. Pour les personnes qui sont en présentiel, si vous pouvez noter vos questions également, pareil, on y répondra à la fin également, voilà, sur le temps d'échange. Eh bien, je laisse la parole
à ma collègue. Bonjour, moi je suis Isabelle Ballot et donc effectivement j'accompagne Annelise dans la présentation de ce webinaire au cours duquel nous allons, alors Annelise vous a donné un petit peu un avant-goût de ce qu'on va évoquer, hein. On part souvent sur de la présentation, définition, compréhension dans un premier temps. Donc là, vous montrer un petit peu en quoi le manque de reconnaissance va impacter le personnel et l'organisation du travail de manière globale. Euh, on verra aussi les bienfaits de la reconnaissance. Et puis, on ira, comme disait Anis, c'est vraiment basé sur des modèles théoriques de différents courants qui sont bien précis sur cette thématique. On va vous présenter deux modèles théoriques qui sont des bases importantes concernant la notion de reconnaissance au travail. Et bien sûr, en deuxième partie, notre mission principale, c'est de vous accompagner dans la prévention des risques. Donc, ça va être de pouvoir vous apporter des éléments concrets en termes d'action, de démarche à mettre en place pour pouvoir faire vivre cette reconnaissance concrètement sur le terrain dans vos situations de travail. Euh, alors, en termes de manque de reconnaissance, on parle d'absence de reconnaissance qui coûte cher aux entreprises. Elles vont avoir des impacts en termes de turnover, désengagement, de baisse de productivité et de risques psychosociaux. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que sans reconnaissance, les salariés ressentent de l'injustice, une perte de sens, de la démotivation, voire une détresse psychologique. Euh, Au niveau statistique, au niveau des études, on a repris deux chiffres qui nous semblaient importants. Donc, le baromètre empreinte humaine qui nous dit que 52% des salariés français estiment ne pas recevoir suffisamment de reconnaissance au travail. Donc, ça fait quand même un peu plus de la moitié. Et une mesure de Malakoff Humanis qui nous précise qu'un salarié sur trois pense que son travail n'est pas valorisé par sa hiérarchie. Ça ne veut pas dire que les managers, les personnes en posture d'encadrement ne font rien, mais il y a quand même ce delta dans ce qui est ressenti et perçu et attendu aussi. C'est pour ça qu'on va essayer de vous présenter tous ces liens-là. Il y a l'impact direct sur le turnover. Donc là, c'est le premier effet qu'on vous présente ici. 79% des salariés qui quittent leur entreprise, donc qui décident de partir travailler ailleurs, citent le manque de reconnaissance comme raison principale. Ça, c'est sur une étude de Gallup de 2023. Le coût d'un départ, c'est 6 à 9 mois de salaire en moyenne. Donc en considérant le recrutement, la formation, la perte de productivité. Le désengagement, c'est un effet également du manque de reconnaissance. Les salariés qui ne se sentent pas reconnus sont 2,7 fois plus susceptibles d'être désengagés. Le désengagement en termes de coût, c'est 14 310 € par salarié et par an. C'est une moyenne en France. Et puis, on parlait d'effets au niveau psychosocial. On a effectivement des mesures, des études qui montrent que le manque de reconnaissance est l'un des 4 facteurs majeurs du burn-out. Ça, c'est l'INRS qui l'a mesuré, identifié. Et également, 41% des salariés qui se disent en détresse psychologique qui déclarent manquer de reconnaissance. Alors, donc là, on a vu l'aspect manque de reconnaissance, l'impact que ça pouvait avoir. Maintenant, on va essayer de regarder un peu le versant positif sur la reconnaissance. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi bien aux salariés qu'à l'entreprise? Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, hein, la reconnaissance, c'est une des attentes prioritaires des salariés. Donc, il y a certaines études hein, qui montrent que voilà, parmi les attentes des salariés, la priorité, c'est la reconnaissance avec
la charge de travail, la qualité du management de proximité et la rémunération. Voilà. C'est les 4 thématiques qui sont citées par les salariés. Il faut quand même comprendre que toutes ces thématiques sont très liées, parce qu'une véritable reconnaissance, elle devrait amener à être au clair avec la charge de travail de la personne. Si on reconnaît son travail, on est aussi en capacité de reconnaître sa charge de travail et de savoir dire là oui effectivement ta charge est un peu trop élevée, on va essayer de voir comment l'ajuster. C'est aussi une forme de reconnaissance. La vraie reconnaissance, elle renforce la légitimité managériale aussi. Hein. Et puis la rémunération, c'est une des formes de reconnaissance qui vient appuyer la reconnaissance des efforts fournis. Donc, effectivement, la reconnaissance, ça a un impact sur le sentiment de justice, le sens qu'on peut trouver à son travail, la visibilité aussi, parce que quelque part, quand on reconnaît le travail de quelqu'un, c'est qu'on est en capacité de le rendre visible auprès de la personne, mais aussi peut-être du collectif. Et ça participe aussi à de bonnes relations de travail et à la... un levier de... Voilà, les salariés reconnus sont 4 fois plus engagés que des salariés qui se disent en manque de reconnaissance. Et il est reconnu aussi que la reconnaissance régulière augmente la productivité de 12 à 20%, donc selon plusieurs méta-analyses. Et les équipes où la reconnaissance est fréquente, elles ont un turnover 31, enfin, le turnover est 31% moins important que dans les autres entreprises où il y a un manque de reconnaissance. Donc effectivement, on voit que en termes de performance, c'est un levier qui est très important pour avoir des salariés plus engagés et plus productifs. Alors, on vous a dit qu'on qu'on va vous présenter 2 modèles de reconnaissance. Alors, on a appris, il en existe énormément. On a fait le choix de ces 2 modèles-là parce que selon nous, c'est ceux qui sont peut-être les plus faciles à prendre en main à votre niveau voilà, et puis ceux qui nous semblent les plus pertinents pour après décliner des actions. Donc le premier, c'est le modèle de Christophe Dejour. Christophe Dejour a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui la psychodynamique du travail. Donc c'est un clinicien du travail, psychanalyste, et qui définit la reconnaissance comme un jugement porté sur la qualité du travail réellement accompli. Donc là, on est vraiment sur le travail réel, au-delà de la simple conformité aux prescriptions. D'accord? Parce qu'il y a les prescriptions, les procédures internes, tout ce qu'on doit respecter. Maintenant, il est communément admis que si on s'en tenait aux simples prescriptions, le travail ne fonctionne pas. Chacun apporte face aux aléas du travail un plus. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aller chercher la reconnaissance. Pas uniquement sur l'atteinte des objectifs, le respect des procédures. Donc effectivement, il a décliné son modèle de la reconnaissance sur 2 dimensions. La première dimension, c'est le jugement qu'il a appelé le jugement d'utilité, et qui répond à la question: à quoi sert mon travail? Est-ce qu'il est utile? Donc c'est à la fois l'utilité pour l'entreprise, mais globalement l'utilité sociale aussi, la contribution en fait. Quelle pierre j'apporte à l'édifice, à mon entreprise, mais au-delà à la société. Cette dimension-là, elle est plutôt portée par la hiérarchie, donc encadrant, manager, directeur.
mais elle peut être aussi portée par les bénéficiaires, les clients, les usagers. D'accord? Elle se manifeste par des retours sur l'impact, la visibilité donnée au travail, la reconnaissance de la contribution. Donc là, on est vraiment sur un sentiment, enfin, ça va apporter un sentiment d'utilité, ça va construire le sens que j'apporte à mon travail. En termes de collectivité, ça va me permettre de me sentir appartenir à un collectif de travail, à une entreprise. Cette dimension-là de jugement d'utilité, on l'a beaucoup vu, et je pense que vous avez dû en entendre parler, hein, après la crise du Covid, il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles dans des métiers dits utiles. Vous savez, quand il y a eu le confinement avec toute une partie de la population qui n'a pas pu travailler parce que le travail était considéré comme pas forcément utile dans cette période-là. Et ben ça a forcé, enfin il y a beaucoup de personnes qui se sont remis du coup en question sur l'utilité qu'avait leur métier en fait à la société et qui ont décidé des reconversions professionnelles. Donc on est vraiment sur cette dimension-là. La deuxième dimension, c'est le jugement de beauté. Alors là, c'est la reconnaissance qui est plutôt fondée sur les règles de métier. Donc la qualité du travail, est-ce que mon travail est bien fait dans les règles de l'art? Le savoir-faire, l'intelligence pratique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a tous nos propres façons de faire. On a tous des qualités qui sont complémentaires les unes des autres. Il faut savoir aussi aller déceler chez ses collaborateurs les plus qu'ils apportent par rapport à leurs collègues. Et cette dimension-là, elle est plutôt portée par les pairs, PAIRS, c'est-à-dire les collègues d'un même métier. D'accord? Mais pour autant, on va voir que l'encadrement a un rôle à jouer sur cette dimension-là, parce qu'il peut être facilitateur. Et donc, effectivement, ces deux dimensions, donc là, on est plus sur des échanges vraiment techniques, l'appréciation du geste professionnel, la validation par les pairs de la manière dont je travaille. Et c'est ce qui amène une certaine fierté professionnelle, une reconnaissance de son métier. Ben oui, je suis un vrai professionnel, je suis un vrai commercial, j'ai le bon discours, la bonne méthodologie, je travaille dans les règles de l'art, même si j'apporte quelque chose d'un peu différent de mes collègues, mais ça reste, selon mes collègues aussi, voilà, dans le cadre de mon métier. Et ça permet effectivement de réduire aussi l'écart entre le prescrit et le réel. Donc, ces deux dimensions sont très corrélées. On peut très bien se sentir utile dans son travail. Je vous prends par exemple l'exemple d'une aide-soignante. Son travail peut lui paraître utile parce que j'aide, je suis dans l'aide aux patients, dans le quotidien, dans le confort, je participe à leurs soins, je contribue à maintenir leur autonomie. Et pourtant, elle peut estimer ne pas bien faire son travail. Ça peut être pour plusieurs raisons, par manque de temps, d'accompagnement, de formation. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pas parce que je sens que mon travail est utile. Si la partie est-ce que je fais du bon travail, je pense que non. Et bien là, on n'aura pas de reconnaissance. En fait, on ne se sentira pas reconnu dans son travail. À l'inverse, on peut estimer ne pas faire un travail suffisamment utile. Imaginons un commercial qui travaille dans l'armement ou dans le tabac, des produits qui sont un peu en désaccord avec ses propres valeurs. Il va peut-être pas reconnaître l'utilité de son travail. Parce que qu'est-ce que j'apporte en fait à la société? C'est peut-être des valeurs un peu négatives par rapport à ce que le professionnel porte, et pour autant, il pourra être estimé par ses collègues dans son travail.
parce que c'est un bon commercial, il a le bon discours, il sait identifier les besoins explicites de ses clients, adapter son discours, utiliser des exemples précis. Donc voilà, il faut vraiment que les 2 dimensions soient présentes pour avoir un salarié qui se sent reconnu, dans son travail. Et donc j'insiste, hein, vraiment, sur ce modèle-là, la reconnaissance, elle est indissociable du travail réel. Quand on parle du travail réel, c'est être en capacité d'identifier l'écart entre la prescription, les procédures, le cadre qui est donné, les objectifs et ce que le salarié doit réellement faire, les efforts qu'il fournit, l'investissement, pour parvenir à ses objectifs et à cette prescription qui lui a été faite. Voilà. Et c'est cette reconnaissance-là qui fait qu'il y aura un engagement subjectif, voilà, du salarié et qui, par la suite, aura pour, retour de lui dire: «Bah oui», il pourra se dire, «Je suis fier du travail que je fais et en plus c'est reconnu, par, mon entreprise, mes collègues, mes clients». Est-ce que tu as quelque chose? Je je te laisse. En parallèle, effectivement, des dimensions qu'Anis vient de présenter sur le modèle de Christophe Dejour, on a souhaité également vous présenter les 4 formes de reconnaissance du modèle de Brun et Dugast, en commençant donc par la reconnaissance de la personne. Reconnaître la personne, c'est reconnaître l'individu en tant qu'être humain. C'est pas juste un salarié, en fait, c'est une personne à part entière. Et effectivement, les salariés ont le souhait d'être considérés comme des individus. On peut être amené, nous, à entendre parfois de la part des salariés qu'on rencontre et qu'on accompagne, le sentiment d'être un pion. Finalement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, d'être considéré comme quelqu'un d'interchangeable et de ne pas avoir cette identité proprement parlée. Donc, je ne suis pas seulement une ressource, je suis aussi une personne. Donc, c'est ça qu'on va retrouver dans la reconnaissance de la personne. Au niveau des questions clés, donc cette reconnaissance de la personne, elle va répondre à ces questions. Suis-je respecté? Suis-je considéré? Les attentes, elles se situent à ce niveau-là. Un sentiment, un besoin d'être écouté, d'avoir de l'attention et qu'on porte de l'intérêt à ma personne. Cette reconnaissance de la personne, elle va être apportée par les collègues, les managers, l'organisation générale, l'institution. On a, à travers la reconnaissance de la personne, on apporte une certaine forme de dignité pour les personnes, pour les salariés, les employés. Une certaine sécurité psychologique aussi, parce que ça a un effet apaisant de se sentir exister. Ça donne du sens aussi, hein, pour rebondir, c'est là où tout est lié, comme vous expliquait aussi Anise. Et puis, une confiance relationnelle, le côté j'ai une bonne relation avec mon manager. On a cette notion de confiance relationnelle qui s'établit, qui se renforce. Alors, pas uniquement avec la hiérarchie, on l'a vu, hein, à travers le collectif, à travers, alors qu'on dit les collègues, ça peut être, nous, on est 2 collègues psychologues, mais ça peut être au sein de nos centres respectifs, le lien aussi avec nos collègues par rapport à la manière dont on est identifié comme personne et pas uniquement notre casquette de psychologue et point. On va avoir en parallèle la reconnaissance du travail accompli. Donc c'est assez proche de la notion de sens et de travail réel aussi, hein. C'est l'activité réalisée au quotidien. La forme la plus attendue et qui est souvent la plus absente justement de la reconnaissance. C'est ce qui est recherché par, les salariés, de donner de la visibilité à ce qu'ils ont réalisé justement. Et c'est souvent ce qu'ils attendent le plus et effectivement ce qu'ils n'ont pas assez à leur goût. Les questions, hein, qui vont interroger les salariés, c'est: «Est-ce que mon travail est vu?
Est-ce qu'on perçoit ce que je fais? Est-ce que mon travail, il est compris? Tout ça, ça va faire forme, ça va prendre forme à travers, bien sûr, là aussi, hein, la place de la hiérarchie, d'où l'intérêt qu'on vous inscrive ce sujet-là sur ce lien entre management et reconnaissance, mais aussi les pairs, les collègues de fonctions similaires et les usagers, patients, clients, fournisseurs, pas fournisseurs, prestataires ou enfin, différents acteurs avec lesquels on interagit dans le cadre de nos missions. Sur cette notion de reconnaissance du travail accompli, les feedbacks précis vont être importants. C'est eux qui vont donner cette visibilité de on sait vraiment ce que je fais parce que on est capable de parler en détail de mon activité. La valorisation des efforts et pas de regard uniquement sur l'atteinte des objectifs, comme disait Anis tout à l'heure, hein. Au-delà de mes objectifs, dans mon quotidien, je rencontre des aléas, je m'adapte au quotidien et ça, pour moi, c'est important que ma hiérarchie en ait conscience et puisse le valoriser. Donc avec la prise en compte qu'on a ajoutée effectivement de l'ensemble des contraintes auxquelles je suis confrontée dans la réalisation de mes missions. La reconnaissance du travail accompli, elle va apporter de la motivation. C'est ça qui va renforcer l'adhésion, hein, dont on parlait tout à l'heure, l'engagement, et puis aussi le sentiment d'équité. Je suis traitée à ma juste valeur, de manière équitable avec mes collègues. Alors, en parallèle, on a aussi la reconnaissance des compétences. Mes compétences sont-elles reconnues et utilisées? Quand on dit compétences, on est principalement sur du savoir-faire, on est sur du savoir aussi, de la connaissance, hein. On va aller chercher toute la part de talent, d'expertise. On est vraiment sur là l'identité professionnelle pour le coup. Je parlais tout à l'heure dans l'identité sur le premier la première dimension de reconnaissance de la personne, où on était plus sur au-delà du psychologue, pour reprendre l'exemple de nos fonctions à nous, la personne Isabelle qui je suis, là on est vraiment sur la compétence en tant que bon psychologue du travail. Mon savoir-faire, mon expertise, les spécificités, mes talents cachés, on va aller sur ce domaine-là. C'est de la hiérarchie qui va pouvoir identifier ça et le valoriser. Ça peut être également les services RH qui peuvent avoir aussi la visibilité justement de tout le parcours, même parcours de formation, parfois des compétences qui ne sont pas encore mises en valeur dans l'activité, mais qui pourraient l'être par rapport à des prestations à développer, par exemple. Et puis bien sûr, la reconnaissance par les pairs qui ont la conscience par exemple, avec Annelise, on n'a pas du tout le même cursus de formation, mais on a chacune justement nos atouts et nos points clés. Et c'est aussi cette complémentarité qui est intéressante. Et le fait de pouvoir valoriser les spécificités d'Annelise et qu'elle puisse valoriser les miennes et celles de nos collègues qui sont derrière les écrans, c'est des éléments qui participent à la reconnaissance de nos compétences propres. Donc, accorder de la confiance, ça va permettre cette reconnaissance des compétences. Pouvoir donner des opportunités de développement, de pouvoir évoluer, de pouvoir se former. Là, je parlais de développement, par exemple, de nouvelles prestations pour mettre en valeur justement les professionnels et leurs compétences. Et puis d'adapter au mieux les missions aussi au regard justement des savoir-faire des professionnels. Cette reconnaissance des compétences va permettre à chacun qui en est destinataire de progresser, d'avoir une bonne estime de soi, professionnellement parlant, de se valoriser, de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Et ça va participer grandement à la fidélisation aussi. On retourne encore, tout à l'heure, je parlais d'engagement.
c'est à travers ces modèles de reconnaissance qu'on les travaille. Pour finir, le 4e point, c'est la reconnaissance des résultats. Donc, les questions qui vont interroger les salariés, c'est: mes résultats comptent-ils? Sont-ils valorisés? Donc là, on est sur l'atteinte des objectifs, le chiffre, hein, le nombre d'entreprises que j'ai accompagnées, le nombre de salariés que j'ai eu en soutien. On est vraiment sur le quantitatif et qualitatif, parce qu'il y a aussi un effet qualité de travail, bien sûr, dans mes résultats de satisfaction, par exemple, satisfaction des adhérents. On va vous transmettre à la fin de ce webinaire un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez nous donner votre avis, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse évoluer. Mais c'est un élément de mesure important. Dans la reconnaissance des résultats, là, je fais l'écho de vous, adhérents, et comment vous pouvez nous apporter un retour, mais ça va être principalement la hiérarchie, l'organisation, à travers la mise en place de récompenses, de primes, de promotions, et donc de mise en avant aussi des réussites. Ça peut être dans une communication interne où on va avoir un article sur ce merveilleux webinaire que nous avons animé avec Anne-Lise et qui a amené l'inscription de plus de 80 adhérents. Donc ça, c'est une réussite pour nous et ça va être important de la valoriser auprès aussi de notre organisation et que ce soit visible pour nos collègues, par exemple. Donc ça apporte un sentiment d'accomplissement, hein, cette reconnaissance des résultats. Ça engendre aussi la motivation, pardon, extrinsèque, et ça donne de la visibilité. L'ensemble de ces modèles donc, sont encore une fois complémentaires, hein, là, tous les 4, et puis les dimensions présentées par Anne-Lise tout à l'heure également. On voit bien que les attentes des salariés en matière de reconnaissance managériale sont beaucoup plus précises qu'on ne le croit et vont bien au-delà, je reprends les mots d'Anne-Lise, d'un simple merci ou d'une reconnaissance uniquement financière. Elle touche vraiment à la notion de justice, je parlais d'équité tout à l'heure, de sens, de visibilité, et puis également à la qualité des relations qui s'entretiennent entre les collaborateurs et leurs managers. Alors, avant de passer sur la partie un petit peu plus action concrète, finalement, le manager, quel rôle il a à jouer dans ces différentes formes de reconnaissance attendues par les salariés? Eh bien, déjà, c'est le rôle du manager, c'est de pouvoir analyser ce qui, dans l'organisation, va contribuer à la reconnaissance, ou au contraire, identifier qu'est-ce qui l'inhibe, qu'est-ce qui empêche cette reconnaissance. Donc là, on revient un petit peu, si vous nous connaissez, on a beaucoup l'habitude de parler des risques psychosociaux et des facteurs de risques psychosociaux. Donc il va falloir effectivement analyser sur chacune de ces dimensions-là ce qui peut contribuer ou ce qui, dans l'existant, fait que ça ne fonctionne pas bien et qu'est-ce qui peut être amélioré pour, en retour, que les salariés se sentent reconnus dans leur travail. Donc, on ne va pas trop développer sur ces facteurs de risques psychosociaux. Je pense que l'année dernière, on les a pas mal développés, donc je crois qu'ils sont disponibles en replay. De toute façon, ils ont été rappelés par nos collègues mardi dans le cadre du webinaire sur les conflits, donc qui sera mis à disposition pour ceux qui n'auraient pas pu y participer. Et puis on les rappelle Voilà, régulièrement. on les rappelle régulièrement. On transmet les brochures si vous avez des questions à ce sujet. Après, l'idée, c'est de pouvoir identifier quels sont les acteurs qui peuvent soutenir cette reconnaissance. Donc, on vous les a présentés, hein. En interne, les pairs, les collègues, l'encadrement, la direction. Mais il y a aussi tout l'aspect externe avec les clients, les usagers, les bénéficiaires, voire les prestataires.
D'accord? Parce que, en tant que manager, vous n'êtes pas les seuls à devoir faire preuve de reconnaissance envers vos équipes, comme on vous l'a présenté hein, dans les différents modèles. Mais pour ça, il faut être en capacité d'identifier quelles sont les personnes et pour pouvoir aller actionner les bonnes actions à mettre en œuvre pour que ces personnes-là jouent leur rôle et contribuent à cette reconnaissance au sein de l'organisation. Et il va falloir aussi tenir compte des attentes de vos équipes. Donc là, je vous ai remis la pyramide de Maslow qui vous a été présentée par nos collègues également lors du précédent webinaire de mardi sur la gestion des conflits. Je ne vais pas vous réexpliquer la pyramide de Maslow, mais voilà, c'est aussi un éclairage pour comprendre les besoins des salariés, également en termes de reconnaissance, tout comme les deux modèles hein, qu'on vous a présentés précédemment. Donc, l'idée, c'est que le manager puisse, à travers ces trois dimensions, donc les risques psychosociaux, l'analyse des risques psychosociaux, les acteurs, l'identification des acteurs et l'identification des attentes, c'est de mettre en place des mesures qui soient concrètes et efficientes pour permettre de favoriser la qualité de vie et des conditions de travail à travers ce processus de reconnaissance. Et donc, nous allons voir hein, dans cette deuxième partie les actions qui peuvent être mises en place pour y parvenir. Donc, on va effectivement recentrer sur le rôle du manager, puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé dans ce webinaire, comme un rôle central dans l'apparition de ce sentiment de reconnaissance, du fait de ses missions d'organisation, dynamisation des collectifs et évaluation du travail. Le manager, il peut faciliter ou empêcher, comme le disait Annie, ce sentiment de reconnaissance chez les collaborateurs de son équipe. Pour cela, il s'appuie sur plusieurs dimensions. On va aller regarder la question de la communication. Plus la communication sera transparente, plus il y aura ce sentiment de confiance aussi dont je parlais tout à l'heure dans la relation. On va aller encourager la participation collective. Plus le personnel est impliqué, plus il sent qu'il a sa place et son mot à dire. Ça veut pas dire qu'on écoute tout ce qu'il dit, mais en tout cas, on en tient compte et on y répond. On va rentrer dans le détail de tous ces points-là, bien évidemment. Je vous fais juste une présentation globale. La considération des idées, donc c'est ce que je disais, hein, on tient compte de ce qui est dit, et le soutien de l'équipe. On apporte, on répond, on fait écho. Et enfin, l'amélioration continue. Ce qui a été entendu, mis en place et testé et réajusté si besoin. On est dans ce processus un peu comme un processus de qualité ou comme on vous le conseille aussi sur la partie prévention des risques psychosociaux, de dire bah oui, il faut tester, on émet des hypothèses, on essaye, on met en place. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas suffisamment, on retravaille pour essayer d'améliorer toujours et encore. C'est toi qui prends la suite. Oui. Donc là, on va développer un petit peu la partie communication et participation, donc les deux premières dimensions décrites. Sur la partie communication transparente, on insiste sur le fait qu'il faut de l'information, quelle que soit la forme que ça prend, hein, information orale, écrite sur les résultats, les projets, les changements à venir. Au plus vous communiquez sur ce qui va se passer, au plus les équipes auront le sentiment que vous tenez compte en fait d'eux, qui sont tenus au courant de ce qui se passe et qui ne découvrent pas du jour au lendemain une nouveauté, qu'on ne les mette pas devant le fait accompli, où là, ils se sentiront en fait
Oui, en fait, comme le disait ma collègue tout à l'heure, en fait, je suis un numéro, on se fiche un petit peu de ce que je pense et de voilà. C'est à moi de m'adapter, alors que si vous les prévenez suffisamment en amont, voilà, ils auront ce sentiment d'exister en fait, hein. Et plutôt orienter cette communication sur les objectifs attendus, par exemple, s'il y a des changements organisationnels à venir, quels sont les objectifs poursuivis, les bénéfices attendus, comment ça s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise et quel rôle je peux jouer à mon niveau. Et en parallèle, solliciter la participation collective. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Boîte à idées avec... Alors, une boîte à idées, si les salariés mettent des idées et que jamais rien n'est fait, ça ne sert à rien, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait une mise en œuvre concrète d'action. Il faut que sur les idées qui ne sont pas retenues, vous puissiez aussi expliquer pourquoi vous n'avez pas retenu certaines idées. Euh, Faire de l'appel à volontariat pour des groupes de travail, par exemple, quand sur l'exemple de tout à l'heure sur les réorganisations, impliquer vos salariés le plus tôt possible dans ces réorganisations pour qu'ils puissent aussi être force de proposition. Parce que c'est eux finalement qui ont la meilleure connaissance de leurs contraintes terrain et qui pourront vous alerter sur certains risques face à la réorganisation que vous avez identifiée et qui a certainement ses bons côtés, mais peut-être qu'il y aura des ajustements qui pourront être effectués pour éviter de dégrader effectivement la situation de terrain de vos salariés. Et c'est aussi aller chercher des espaces de discussion sur le travail. Alors, ces espaces de discussion sur le travail, ça peut prendre la forme d'analyse de pratiques professionnelles, de supervision, d'échanges informels. On laisse aujourd'hui trop peu de place à ces échanges informels parce qu'on a tendance à considérer que c'est de la perte de temps. Or, aujourd'hui, on se rend compte, il y a beaucoup de professionnels, de sociologues, de psychologues qui se rendent compte que la perte de ces espaces d'expression informels amène à un sentiment d'isolement, euh, une- beaucoup de perte de temps parce qu'en fait, ben, on n'a plus le temps de discuter de nos difficultés avec nos collègues. Donc, on a une difficulté, on se retrouve seul et on n'a plus de temps pour aller parler avec nos collègues pour essayer de résoudre ces difficultés. Or, on se rend compte que ces temps d'échange informels étaient faits pour ça aussi. Si vous écoutez vos collègues parler dans le couloir à la machine à café, et ben, ça tourne souvent autour du travail, autour de situations complexes qu'ils rencontrent, autour de partage de pratiques. Ah ben oui, tu rencontres ça, bah tiens, moi j'ai rencontré une situation un peu similaire et j'ai mis ça en place, ça a plutôt pas mal fonctionné, tu devrais peut-être essayer. Et ben, le fait de supprimer ces espaces-là, et ben, ça isole les salariés, il y a une coopération qui se fait moins bien et qui peut engendrer aussi derrière des conflits au sein des équipes. Voilà. Euh, Ça peut prendre l'espace aussi, la forme d'espace d'expression libre, hein, pendant une réunion, par exemple. Parce que c'est vrai que la question du temps est importante. On peut pas, voilà, le temps est contraint dans les organisations du travail. En fait, c'est pas forcément aller chercher de nouveaux temps d'échange. C'est peut-être réfléchir à la manière dont on peut réorganiser ces temps d'échange. Par exemple, en début de réunion, se dire, ben, on consacre un quart d'heure à de l'expression libre sur un thème, par exemple, les réussites. La fois d'après, ça peut être sur un autre thème, bah tiens, il y en a un dans l'équipe qui m'a remonté une difficulté, bah tiens, on va parler de ça et voir comment les collègues, ce qu'en pensent les collègues, ce qu'ils peuvent remonter. Voilà, ça peut être aussi sous forme de café débat mensuel où bah, l'expression est donnée aux salariés et la direction et les élus sont là pour répondre aux questions des salariés. Enfin, vous voyez, il y a plein de dispositifs à pouvoir imaginer de forme qui prennent pas forcément beaucoup plus de temps, mais qui permettent à chacun de se sentir considéré, de se sentir inclus dans la vie de l'entreprise.
Voilà. Et là, c'est ce qui va permettre vraiment de favoriser la coopération et aussi la créativité de vos équipes. Oui, Avance, on est arrivé au temps imparti, on va essayer d'accélérer, oui. peut-être donner un petit peu moins de détails sur la Alors, oui. suite. Donc, sur la partie reconnaissance et valorisation, donc là, on est plus sur la valorisation individuelle et collective à travers la mise en valeur des contributions, la reconnaissance des réussites et le respect de l'éthique et des valeurs. Enfin, c'est finalement indiquer ce qui a été entendu, remercier pour les idées, expliquer pourquoi ça n'est pas retenu ou partiellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, euh, c'est aussi la reconnaissance des parcours, reconnaître voilà, enfin, l'engagement des personnes. Bah, une personne qui est dans l'entreprise depuis 10, 20 ans, c'est peut-être bien aussi de le valoriser, de reconnaître que bah, elle fait à part entière partie de l'entreprise, qu'elle a toute sa place encore, même 10 ans après, même malgré les évolutions, que voilà, c'est des encouragements sur les évolutions, la valorisation voilà, de la mobilité interne, accompagner aussi les nouvelles recrues sur la prise en main de leur poste. Et donc, oui, donc ça peut prendre effectivement parcours d'intégration, tutorat point individuel régulier, mise en place de binômes. euh, voilà, la valorisation hein, de l'ancienneté, c'est fidéliser aussi les personnes par le biais d'actions, par exemple, leur permettre de devenir tuteurs des nouvelles personnes, des nouvelles recrues qui arrivent, en faire des référents métiers, parce que bah, ils ont aussi la connaissance de l'entreprise, ce qui est aujourd'hui une compétence assez recherchée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de turnover au sein des entreprises et pouvoir s'appuyer sur des personnes qui ont la connaissance de l'historique, bah, c'est toujours important. Voilà, il y a différentes formes. Ça peut être lors de rituels, hein, de séminaires, de tours de table thématiques en début de réunion, lors de points individuels réguliers. Euh, voilà. L'idée étant, à ce niveau-là, hein, c'est de mettre en lumière les efforts et les parcours pour fidéliser le personnel. Donc là, on sera plus voilà, sur vraiment comment éviter le turnover et faire que mes équipes vont rester dans mon entreprise. Alors, sur la partie soutien managérial, ce qui peut être envisagé, c'est de réaliser des points individuels réguliers, avoir un peu un thermomètre, mesurer le niveau de bien-être de chaque membre de l'équipe. Pouvoir aussi être dans l'observation justement de tous les petits signaux d'alerte qui vous font dire là, il y a des choses qui se passent, il y a des changements dans l'attitude ou d'une personne ou du collectif, hein, de l'équipe au complet. On sent que les ambiances, elles tournent un petit peu. La gestion des difficultés, c'est savoir arbitrer et modérer les conflits. Alors, c'était la thématique présentée par nos collègues, donc on ne rentrera pas dans le détail à ce niveau-là, mais en quelque sorte, avoir conscience que quand il y a des tensions, il faut pouvoir les traiter. Il ne faut pas se dire, oh, ça va se tasser tout seul, ils vont se rabibocher, ils vont gérer. Non, à partir du moment où vous identifiez quelque chose, c'est vraiment indispensable de se positionner déjà pour dire que vous avez remarqué qu'il y avait des tensions, des conflits, et puis bah, essayer de comprendre d'où ils viennent ou accompagner l'analyse de leur origine auprès du personnel. Euh, et pouvoir avoir une posture là aussi équitable dans cette gestion, quels que soient finalement les collaborateurs. Formuler des encouragements, c'est aussi ça le soutien managérial, des axes d'amélioration face aux difficultés, plutôt que d'être dans la critique.
tenir compte du fait que finalement l'erreur est humaine et effectivement, alors après il y a erreur et erreur, me direz-vous, mais à un moment donné, le fait d'encourager un collaborateur qui rencontre des difficultés, c'est aussi ce qui va lui permettre de faire preuve de créativité et d'aller chercher par lui-même des solutions en ressentant l'appui que vous allez lui apporter. L'amélioration continue, on parle ici de définition d'action corrective. C'est tenir compte des problématiques identifiées, soit qui sont remontées par le personnel, soit que vous identifiez vous-même, et tenir compte aussi des besoins de chacun pour pouvoir adapter au mieux. Pour pouvoir, je parlais tout à l'heure d'amélioration continue, on est dans ce schéma-là de qualité un peu, hein. On est sur ce schéma-là. La mise en place de solutions, donc émettre des hypothèses de solutions, c'est exactement ce que je vous disais. On teste, on ne sait jamais si ça va être parfait du premier coup, c'est pas grave. On envisage, on écoute, on modèle, on fait du sur-mesure, on met en pratique, on teste. Et puis, idéalement, quand on peut entendre aussi, par exemple, que des tâches sont signalées par le personnel identifiées comme inutiles, est-ce qu'on doit vraiment garder ça dans nos process, dans nos contenus de travail, ou est-ce qu'on peut effectivement les décharger de ça? Ou si effectivement ça a vraiment sa place, il faut leur donner du sens et le faire entendre au personnel pour qu'ils puissent aussi les valoriser. Donc, on est sur comment ces situations terrain vont être suivies, comment on va continuer à adapter, à faire du sur-mesure pour avancer avec les professionnels sur la gestion de ces situations compliquées. Euh, on est sur cette question d'ajustement permanent à l'activité, à la réalité chaque journée de travail, même si le manager a une perception précise de la réalité du quotidien, de l'activité concrète de travail, chaque journée de travail sera différente. Il y aura toujours des aléas. C'est le cas pour vous, c'est le cas pour chacun de nos postes finalement. Donc, pour contribuer à la qualité du travail et au bien-être, il faut cet ajustement permanent et donc il faut être à l'écoute et dans ce soutien. Dans le sommaire, je vous parlais de ce que les salariés ne veulent plus. C'est un petit focus qu'on a souhaité faire pour entendre aussi ce qui est remonté et ce qui n'est plus adapté dans nos modes de fonctionnement actuels. Les salariés ne veulent plus d'un merci décontextualisé et non personnalisé ou de compliments vagues, c'est-à-dire euh, le compliment du type bon boulot, bravo, sans précision plus que ça, sans préciser, sans lier à l'activité, à l'action concrète qui a été réalisée par la personne, par le professionnel. Ça, c'est quelque chose qui ne convient plus aujourd'hui. Il est attendu une valorisation des efforts et pas uniquement des résultats. On va avoir aussi, ce qui n'est plus du tout raccord, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance conditionnelle. Si tu fais ça, alors, en mode, c'est perçu, hein, en mode chantage par le personnel. La reconnaissance uniquement financière, oui, c'est valorisé, oui, c'est apprécié, mais pas que ça. C'est pas uniquement ça qui est attendu. Tout ce qui est, on vous l'a dit, promotion, mobilité, évolution, mise en valeur, ça aura aussi, je vais dire beaucoup plus parce que, en fonction des personnes et de leur situation, s'il n'y a pas de financier, effectivement, c'est compliqué, mais ça a une réelle valeur. Les salariés ne veulent plus d'un manager absent ou silencieux. Un manager, alors nous, on l'entend souvent dans nos bureaux, des salariés qui nous disent, bah, mon responsable, il me dit, tu peux venir quand tu veux, ma porte, elle est ouverte, hein. Mais en fin de compte, soit la porte, physiquement, elle est effectivement fermée. Donc c'est difficile hein, de faire la démarche de venir frapper à la porte et d'oser ouvrir la porte de sa hiérarchie. C'est pas accessible pour tout le monde. Ou, bah oui, ma porte, elle est ouverte, mais j'écoute pas vraiment. Donc, le salarié ne sent pas la disponibilité et ne va pas retourner deux fois. Il aura fait la démarche éventuellement une fois, il n'ira pas au-delà parce qu'il estimera qu'en face, il y a pas, c'est pas réceptif.
Les feedbacks qui sont négatifs, le manager qui remonte uniquement ce qui va pas, ça c'est pareil, les collaborateurs n'en veulent plus. Il faut entendre que pour 5 interactions positives, si je vous fais 5 compliments, et une interaction positive, c'est le ratio qui va maximiser l'engagement. 5 compliments vont être vraiment pris en compte si en face uniquement une remarque négative, un point d'amélioration, un axe d'amélioration. Si je donne juste un axe d'amélioration, c'est perçu comme de toute façon, on ne voit en moi que le négatif, mon manager n'est là que pour critiquer, pour remonter ce qui ne va pas, mais il ne voit pas tout ce que je fais à côté. Donc il faut qu'il y ait cet équilibre à peu près 5-1 pour que ça puisse justement sur la balance faire le poids. La reconnaissance trop ponctuelle, pareil, ça c'est pas du tout aujourd'hui ce qui est attendu. Les collaborateurs veulent une reconnaissance régulière, pas uniquement une fois par an, lors de l'entretien annuel où on vous dit vous avez fait du bon boulot cette année. Donc il y a vraiment cette notion de fréquence, de spontanéité, d'authenticité et de contexte, de contextualiser la reconnaissance qui va vraiment être un facteur fort dans ce qui est reçu par les collaborateurs. Alors, pour finir, ce qu'il est essentiel de retenir, hein, c'est que la reconnaissance, ça n'est pas un plus, c'est vraiment un besoin psychologique fondamental et aussi un levier pour vos entreprises de performance. Et s'il y a une idée clé, hein, à retenir aujourd'hui, c'est que finalement, la reconnaissance, elle ne coûte presque rien à l'entreprise, hein. C'est des actions qui sont faciles à mettre en œuvre, qui ne demandent pas d'investissement ou de coûts financiers énormes, et pour autant, ça rapporte énormément. D'accord? Donc voilà, ça joue sur la légitimité, sur la motivation, ça réduit vos risques psychosociaux, ça va favoriser l'engagement, la coopération et le sentiment d'équité. On va éviter voilà, des situations de conflit, de turnover, où il faut remplacer, d'absentéisme. Réellement, voilà, essayez d'investir sur cette dimension-là, vous en retirerez beaucoup de bénéfices. Un salarié reconnu est beaucoup plus engagé, beaucoup plus fidèle et beaucoup plus créatif. D'accord? Donc pour les personnes en distanciel, nous revenons maintenant sur les questions, enfin nous allons revenir du coup sur les questions et remarques qui ont été remontées. Alors, nous avons Oui, peu de questions sur le fil de la conversation. N'hésitez pas peut-être à ouvrir les micros pour poser vos questions, en tout cas demander à nos animatrices. Merci à elles d'ailleurs pour ce thème passionnant qui est la reconnaissance au travail. Donc, je laisse peut-être les animatrices gérer le micro si jamais vous souhaitez poser vos questions en levant la main peut-être. d'accord. Merci Bon, à ceux qui nous disent merci et bonne journée à ceux qui nous quittent. Alors, avant que la majorité des personnes nous quittent, nous allons vous envoyer un petit lien où ça a été fait pour nous faire. C'est un petit questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours. N'hésitez pas hein, à identifier les axes d'amélioration qui vous sembleraient nécessaires. On essaye toujours de les prendre en compte. N'hésitez pas non plus, si là pour le moment vous n'avez pas de questions, mais que des questions vous viennent a posteriori à vous rapprocher hein, de votre médecin du travail pour demander l'accompagnement de votre psychologue du travail qui est référent sur votre secteur, hein. Sachez que nous serons là en appui pour vous aider à développer cet aspect-là, donc la reconnaissance, mais pour toute autre problématique en lien avec les risques psychosociaux.
Et pour aller plus loin sur les risques psychosociaux, la première étape, hein, c'est de sensibiliser. C'est un premier pas essentiel pour susciter l'intérêt et l'implication de chacun. Donc à ce titre, il nous a semblé pertinent de vous proposer deux sensibilisations qui sont le management bienveillant, dont pourra vous parler plus en détail ma collègue, puisque moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'en animer, et comment accompagner un collaborateur en souffrance, qui est une sensibilisation effectivement pour être à l'écoute justement sur cette dimension de veiller au bien-être de ses équipes et être vigilant à est-ce que je vois des signes qui m'alertent et comment réagir pour prendre en charge les situations compliquées avant qu'elles ne se dégradent trop. Et une fois que enfin voilà, en plus de ces sensibilisations, n'oubliez pas d'évaluer aussi vos risques psychosociaux pour mieux les maîtriser. Et la reconnaissance en fait partie, c'est une dimension à part entière puisqu'elle fait partie de la famille de facteurs rapports sociaux au travail dégradés. Et n'hésitez pas à consulter notre catalogue Ostra, hein, voilà, pour avoir la liste de tout ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Un grand merci à tous ceux qui ont participé mardi et aujourd'hui, donc sur ces deux thématiques autour de cette semaine de la qualité de vie au travail, donc gestion des conflits et reconnaissance. Deux aspects vraiment essentiels du rôle du manager pour limiter justement les risques psychosociaux. Et nos missions, c'est de vous accompagner sur cette très large thématique de la prévention des risques psychosociaux. Ces deux demi-journées donc, ont été riches et vous avez été nombreux à participer. On vous encourage à continuer à faire appel à nos services pour progresser collectivement, construire des cadres de travail où chacun puisse s'épanouir. Donc, continuons à faire de ces réflexions une priorité au quotidien, car c'est ensemble que nous cultivons le bien-être durable au travail. Merci encore et à très bientôt. N'hésitez pas. Au revoir. Au revoir et encore merci de votre participation.